Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ondustrie. C'est le deuxième épisode. Je suis aujourd'hui avec Ludovic Donati, directeur de la transformation numérique du groupe Eramet et lauréat du prix de l'accélération digitale de BFM Business. Nous allons parler start-up dans les usines, intelligence artificielle et technologie au service de la transition écologique. Ludovic, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter ton rôle et nous rappeler ce que fait Eramet ? Oui, donc moi je suis le directeur de la transformation numérique du groupe Eramet, qui est un groupe minier métallurgique français. On est basé, le siège est basé à Paris. Ensuite, on est présent dans une vingtaine de pays. On a la particularité on est un des seuls groupes français à être présent sur toute la chaîne de valeur des métaux, donc depuis l'exploration et l'extraction minière. L'extraction des minerais et ensuite des métaux qui sont contenus dans les minerais, jusqu'à la production d'alliages avec ces métaux et d'alliages de haute performance, où on va jusqu'à la production quasiment de pièces finies, en particulier pour l'aéronautique, la défense, le nucléaire et d'autres applications. Et on est aussi présent sur le recyclage. D'accord. Parmi les métaux qu'on produit, c'est nickel en Nouvelle-Calédonie et Indonésie, manganèse au Gabon, titane et zircon au Sénégal. On a des usines de raffinage qui sont situées en Norvège, en France, aux États-Unis, au Gabon. On a un projet d'extraction de lithium en Argentine. Ouais. Et on a des fabrications d'alliages haute performance qui sont principalement en Europe, en France et en Suède, mais aussi en Inde et en Chine. D'accord, ouais, donc vraiment un groupe mondial et très verticalisé. Vous allez depuis la terre jusqu'au produit fini que vous livrez et qui est installé dans tous les produits, on va dire, hautement technologiques parce que vous faites… C'est ce qu'on dit, ouais, de la boue au train d'atterrissage, en gros. D'accord, ok, super. Voilà. Alors, chez Eramet, vous avez la chance d'avoir un leader charismatique et engagé. Quelle est la vision de Christelle Bory ? Alors, la vision de Christelle Bory pour le groupe Eramet est, en complément de nos marchés traditionnels, de nous tourner vers la transition écologique et énergétique. On produit du nickel, on a dans nos gisements du cobalt, on sait également extraire du lithium, on a un procédé propriétaire où on a posé plus de 10 brevets. Et tout ça, c'est des métaux qui servent à fabriquer des batteries, en particulier pour les véhicules électriques, mais également pour un certain nombre d'autres applications qui utilisent ces batteries. Et donc, en complément de nos marchés traditionnels qui sont plutôt tournés vers l'acier et les alliages, on veut devenir un des fournisseurs européens de la transition énergétique. D'accord, d'accord. Alors, je regardais sur ton LinkedIn, en fait, tu as créé en 2017, parce que tu étais le premier Chief Digital Officer d'Eramet, et tu as été nommé, il me semble, en 2017, et Oui. allez, 2 ans plus tard, vous gagnez ce prix de l'accélération digitale. Comment as-tu fait pour transformer aussi rapidement une organisation de près de 15 000 personnes ? Alors, la manière dont on a adressé et pris en compte la transformation numérique, ça a été d'abord par un angle stratégique. On sort en 2017 à l'époque d'une crise des prix des matières premières qui a été extrêmement violente. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait eu le prix du baril qui était descendu en dessous de 30 $, on avait le prix des métaux qui était extrêmement bas et donc on a eu des résultats qui ont été catastrophiques pendant 2 ans. Quand on en sort, on s'est dit, voilà, moi à l'époque je travaillais à la direction de la stratégie du groupe et on s'est dit, bon, il y a quand même un certain choses qui vont plus dans la manière dont on travaille. Et entre autres, voilà, de plus en plus d'entreprises industrielles vont vers la transformation numérique. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, groupe minier et métallurgique, de faire du numérique, au milieu de la forêt équatoriale ou sur des hauts plateaux argentins, et de faire du numérique quand on est sur des métiers qui apparaissent anciens comme métallurgiste, quand on fait des coulées de métal, géologue ou mineur, donc sur la partie reconnaissance de gisement, extraction. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc, on a pris sous cet angle-là, en même temps qu'on a lancé une démarche un peu plus classique de preuve de concept, où on a voulu commencer à faire des tests, ce que tout le monde faisait à l'époque. On s'est vraiment dit, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, il faut que ça s'inscrive dans une vision qui soit partagée par toute l'entreprise. Donc, on a travaillé pendant 1 an vraiment sur les 2 sujets. À la fois, on commence à toucher les technologies, qu'est-ce que l'IoT, qu'est-ce que des capteurs connectés, comment est-ce que ça se met, qu'est-ce que ça apporte, mais en même temps, essayer de travailler la vision stratégique qui est une transformation numérique. Pourquoi et dans quel but? Et donc, à partir de là,
on a mis en place une démarche sur 6 mois où on a eu des ateliers sur les différents métiers d'Eramet. On a fait venir à la fois des opérationnels et des personnes de la direction pour réfléchir à un certain nombre d'idées. En gros, c'était donnez-nous toutes vos idées, on prend tout et puis on fera le tri ensemble après, mais on les classe en type matrice, enjeu, accessibilité. Qu'est-ce qui est facilement accessible et qui pourrait nous faire gagner beaucoup en premier. Voilà, donc on a eu déjà un premier nombre d'idées, plus de 300. Ensuite, on les a croisées, ces idées, avec les comités de direction des principales filiales d'Eramet. Donc, j'ai fait le tour de tous les CODIR pour partager avec eux la rationalisation de ces idées, leurs objectifs stratégiques. Et au final, on a aussi fait une Learning Expedition avec le comité exécutif d'Eramet aux États-Unis pour qu'ils puissent eux-mêmes s'immerger dans tout ce qui est innovation et technologie, apport de la data, et le voir aussi dans des secteurs qui sont proches d'eux, puisqu'on a visité une mine connectée de Rio Tinto à Salt Lake City. Et de ça, on en a tiré une vision en 3 axes. Le premier axe, c'est connecter la géologie à l'économie, sur une continuité numérique, en gros, depuis l'extraction des minerais jusqu'au client. Le deuxième axe, on est une vieille entreprise industrielle, on a de la chance d'avoir énormément de données, donc on veut optimiser la manière dont on gère nos procédés par le big data et l'intelligence artificielle. Et le troisième axe, on veut assurer, entre autres grâce au digital, la traçabilité de nos produits depuis leur élaboration, leur extraction jusqu'au client. D'accord, super. Et à cette époque-là, vous n'aviez pas beaucoup de benchmark en fait. Là, tu parles de Rio Tinto, mais il n'y avait pas énormément de miniers ou de métallurgistes qui étaient, on va dire, très innovants sur le secteur. Donc, vous êtes vraiment parti d'ateliers sur le terrain avec les gens pour essayer de voir vos contraintes et voir les meilleures technologies pour les solutionner. Ouais, en fait, si on parle du secteur minier qui est finalement en fait à la source de quasiment toutes les filières, puisqu'on a besoin de matières premières métalliques dans quand même plein d'applications. Effectivement, il y avait moins l'urgence que sur des secteurs qui touchent le B2C de se transformer grâce au digital. Néanmoins, il y avait deux types d'entreprises. Il y avait les très grosses entreprises minières qui s'appellent Rio Tinto, qui s'appellent BHP Billiton, qui sont mondiales et qui avaient pris ça sous un angle extrêmement technologique. Comment est-ce qu'on peut automatiser des mines, par exemple, avec des camions automatiques, des trains automatiques, ça c'est en particulier en Australie. Donc ça, je dirais, c'est une catégorie qui est un peu à part parce qu'ils ont investi massivement dans la technologie. Et c'est parce qu'un groupe comme Eramet, qui est un groupe relativement moyen, on fait 3,5 milliards de chiffre d'affaires et on a 15 000 personnes. Donc on est bien loin de 30 milliards et de centaines de milliers de personnes. Et donc nous, en fait, on l'a pris effectivement sous un angle plus, on va faire du test and learn, on a une vision stratégique et on y va. Donc on avait des benchmarks dans des secteurs connexes, mais on a aussi un peu construit nous-mêmes qu'est-ce qui allait nous permettre d'être le plus opérationnel et efficace possible. D'accord, super. Est-ce que tu peux nous donner 2 ou 3 exemples des solutions que vous avez mis en œuvre dans ces différentes branches, la partie traçabilité, la partie excellence opérationnelle et la partie utilisation de la donnée? Oui, je peux vous donner des exemples en fait je vais vous commencer par des exemples qui ont bien fonctionné, mais dans ce que je vais vous dire, tout n'est pas rose non plus. On est bien d'accord qu'il y a aussi une courbe d'apprentissage et que tout n'est pas simple. Premier sujet, par exemple, la maintenance conditionnelle et prédictive. On a travaillé avec une start-up sur un site en Nouvelle-Calédonie qui produit du ferro-nickel, où donc on avait déjà une organisation de maintenance qui était tournée vers la maintenance préventive, mais avec encore pas mal de casses. Et on a déployé donc un test en 3-4 mois d'équiper 10 machines critiques de capteurs connectés en température et en vibration. Ça, on l'a fait vraiment avec les opérationnels qui sont sur le terrain et les équipes de maintenance pour faire le test. En 4 mois, on a réussi à rentabiliser x5 l'investissement, le petit investissement du test, parce qu'on a réussi à faire de la pertivité principalement. Et donc, on a réussi à éviter des pannes qui auraient pu causer des arrêts de production et qui s'étaient déjà produites par le passé. Donc ça a été un formidable catalyseur pour ensuite déployer largement sur la première usine. Donc, on a équipé 400 équipements comme ça. Donc, on est passé de 10 à 400.
Et surtout, on a eu des opérateurs qui ont vu l'intérêt, en complément de méthodes traditionnelles, d'aller vers de la maintenance prédictive, Ouais. qui se réorganisent en conséquence et qui sont devenus les premiers ambassadeurs pour les autres sites et usines d'Eramet de cette maintenance prédictive. Et donc, D'accord. aujourd'hui, on a déployé et on est en train de déployer au Gabon, en Norvège, au Sénégal et en France, avec des résultats qui sont à chaque fois, et c'est ça qui est super, en quelques mois, Ouais. permettent de rentabiliser largement l'investissement et permettent aussi de transformer les esprits et la manière dont on va gérer la maintenance dans nos usines. D'accord. Et alors, c'est vos implantations, tu nous cites le Gabon, le Sénégal, il y a l'Amérique du Sud, vous êtes dans des implantations exotiques assez reculées. Comment vous faites pour attirer ces compétences? Les start-upers, en général, sont plutôt dans les capitales hyper connectées. Et comment vous avez fait pour les attirer, ces compétences, dans votre terrain de jeu, en fait? Alors, on a aussi beaucoup d'usines en France, hein, via les Oui. sociétés Aubert et Duval et Erastil, enfin, et en Europe. Mais effectivement, comment on les attire, c'est alors nous, en fait, il y a un vrai besoin d'aller beaucoup plus rapidement dans la mise en place de projets et d'être rapide à petite échelle. Et c'est ça qu'on porte en termes de modèle opératoire via notre transformation numérique. Mhm. C'est être capable de prendre rapidement, d'aller rapidement faire des tests et d'apporter cette culture du test and learn. Ça marche pas à chaque fois, mais au moins on a fait des tests. Et quand on a bien défini ce qu'on voulait tester et ce qu'on allait mesurer pour définir si le test est un succès ou un échec, ça permet de dérisquer assez facilement un projet. Donc si ça rate, bon bah tant pis, on passe à autre chose. Si ça réussit, ça robustifie le business case et ça permet de justifier auprès du management les investissements qui sont nécessaires pour aller plus en avant. Et donc, travailler avec des startups, ça permet, dans des budgets qui sont assez restreints et surtout avec des gens qui sont vraiment, qui ont vraiment envie que ça aille vite et qui ont vraiment envie de faire la preuve de valeur, de travailler. Donc, avec des gens qui ont vraiment la niaque. Ouais. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant parce que sur certains sites qui peuvent parfois être reculés, c'est des super challenges pour les start-upers D'accord. qui ont envie de montrer que leur technologie fonctionne bien et qui ont envie aussi, parfois, quand c'est possible, de se déplacer et de répondre à Ouais. des challenges en dehors de la France. Et pour nous, ça nous permet vraiment d'accélérer la partie de-risking du projet. D'accord, ça marche. Et alors, cette méthodologie test and learn, parce que quand on préparait cette interview, tu m'en as parlé, et en fait, la culture dans les grands groupes, c'est je fais un cahier des charges, deux cahiers des charges, trois cahiers des charges, je compare, je passe par un processus de décision assez long. C'est vraiment pas l'ADN de l'industrie de faire du test and learn très rapide. Comment tu as fait pour convaincre les différentes fonctions que tu as dû amener dans ce changement à accepter ça et à tester comme ça? Alors, c'est vraiment pas simple parce que effectivement, on n'a pas du tout cette culture. Et comme tu le disais, on a vraiment la culture de presque le syndrome du bon élève. On veut trouver la meilleure solution et être sûr que tout va bien se passer. Et Ouais. donc, on passe plus de temps à réfléchir à comment on va faire en sorte pour que ça se passe bien que de dérouler le projet et de faire en sorte qu'il se Ouais. passe bien. Et donc, on a donc notre PDG, Christelle Bory, est vraiment tournée vers cette culture du test and learn. Et donc, pour mettre le pied à l'étrier de cette culture, on a donc créé cette direction de la transformation numérique avec ce modèle opératoire et le groupe y a alloué un certain budget pour qu'on puisse financer ces premières phases. Donc le deal, c'est si vous êtes prêt à y aller, donc c'est en lien avec la Ouais. vision, on vous apporte du financement parce qu'on pense que ça va réussir sur votre site et que ça peut réussir ailleurs. La contrepartie, c'est que vous investissiez en temps et qu'on ait du répondant côté opérationnel. Et c'est le mélange des deux qui permet d'avoir des premières victoires. D'accord. Mais effectivement, on n'a pas, enfin, en toute honnêteté, on a peu de sites encore qui sont capables, sur des budgets qui sont quand même extrêmement contraints. Je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls à avoir des budgets très contraints au niveau Ouais. opérationnel. C'est difficile cette culture du test and learn parce que quand Ouais. on a peu de budget et que on se dit ah je risque de cramer quelques dizaines de milliers d'euros alors que j'en ai déjà pas beaucoup, c'est Ouais. compliqué. Donc il y a Ouais. cet apport du groupe qui a cette volonté de déployer cette culture et en même temps d'apporter du financement pour dérisquer les Ouais. premières phases. Ouais. Puis en plus, votre job historique, c'est d'acheter des installations extrêmement chères parce qu'un bulldozer, une dragline ou un four, c'est des investissements toujours à plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros. Donc, ils n'ont pas l'habitude d'aller acheter du software à quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros.
on a la culture du temps long Ouais. d'une industrie qui est très capitalistique. Un four de production de ferro-nickel ou de silicomanganèse, donc ces grands fours métallurgiques avec Ouais. du minerai en fusion, c'est au moins le ticket d'entrée, c'est 100 millions d'euros. Ouais. L'achat de bulldozers et l'ouverture d'une nouvelle mine, c'est pareil. Donc, D'accord. c'est des investissements à plusieurs centaines de milliers d'euros sur des temps longs, puisque l'exploitation d'un gisement, c'est plusieurs dizaines d'années, voire des Ouais. centaines d'années. Et là, tout de suite, effectivement, on passe à une Ouais. culture de l'instantané, de la Ouais. data, d'aller extrêmement rapidement, d'accepter aussi que ça change très vite et que c'est pas parce que ça, Ouais. enfin, on a une technologie qui marche bien pendant 2 ans qu'il va peut-être falloir en changer aussi beaucoup plus vite. Donc, ouais, Ouais. c'est c'est deux Ah, mondes qui se rencontrent. c'est passionnant, ouais, ce choc des cultures. Et comment vous avez fait? Parce que tu nous parlais de conduite du changement. Pour que ça marche, il faut faire de la conduite du changement. Comment vous avez fait pour que les opérationnels fonctionnent bien avec ces startups, elles s'approprient ces essais, ces tests et qu'elles les utilisent pour les transformer en réussite? Donc, on a une équipe en centrale et on a nommé des responsables de transformation numérique dans les principales filiales d'Eramet qui sont là pour faire cet accompagnement. D'accord. Accompagnement en amont, par exemple, sourcer des startups, startups et aussi autres grands groupes de technologie. On n'est pas que focus non plus sur les startups, mais en tout cas, sourcer des nouvelles idées, faire du benchmark, aider à la concrétisation des tests et ensuite aider aussi à la concrétisation du déploiement par accompagner au changement sur le long terme. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple des capteurs connectés et de la maintenance prédictive, une fois que ça a marché sur les 10 capteurs, on n'a pas dit bon bah voilà, vous voyez, ça marche maintenant, déroulez, faites, au revoir. On les a accompagnés dans qu'est-ce que ça veut dire équiper 400 équipements sur une usine. Ouais. Comment est-ce qu'on soulage les opérationnels aussi sur toute la partie plus administrative avec les achats, gestion de contrat, déploiement. Et là, on les rappelle régulièrement pour savoir quels sont les résultats, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Et donc, on assure aussi quelque part une partie de service après-vente. Et c'est D'accord. l'ensemble en fait qui permet de faire en sorte que les projets tiennent dans la longueur. Sinon, si on lâche trop vite, bien souvent, ça peut Ça. s'essouffler, en particulier quand il y a des changements de management ou des gens Ouais. qui changent de poste. D'accord, ça marche. Alors, tu nous parlais de maintenance prédictive tout à l'heure et notamment de toute une série d'installations sur lesquelles vous avez installé des capteurs de l'IoT. On a une question de Thomas Lejam qui nous demande quel type de captation vous faites sur vos installations. Les capteurs, ils sont où dans vos machines, par exemple? Alors, on a fait des tests différents et on utilise aussi des capteurs qui sont déjà existants. Ce qu'on va capter, par exemple, sur des machines tournantes, c'est vibrations, température. Ce qu'on a aussi de plus en plus, c'est que dans certains équipements, comme dans les camions miniers, on a déjà dans les nouvelles générations énormément de capteurs qui vont mesurer la pression des pneus, Ouais, la température, etc. Pour lesquels, là, on va récupérer directement la donnée. Parce que d'accord. elle était, enfin, ça existe, mais c'est pas forcément extrêmement accessible. Oui. Et Et en puis, plus, on a tout cette ce qui est donnée, capteur industriel. Pardon. ouais, Je disais juste pour finir, on a aussi tout ce qui est capteur industriel qui existe depuis déjà un certain nombre d'années, ouais, connecté avec de l'informatique industrielle, où là, on va récupérer directement les données des bases de données, mais voilà, des capteurs filaires qui sont liés à de l'automatisme, etc. Ça existait déjà depuis un certain nombre d'années. Et donc, nous, ce qu'on vient, c'est utiliser cette donnée et la croiser avec plein d'autres données pour des ouais. projets qui vont plus tourner autour de l'algorithmie, l'intelligence artificielle. D'accord. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que vous aviez déjà énormément de données. C'est un métier historique. La mine, la métallurgie, ça existe depuis des centaines d'années et il faut maîtriser énormément de paramètres. Comment vous avez fait en fait pour on va dire, rendre toute cette donnée accessible et utilisable pour vos différentes applications et notamment l'intelligence artificielle? Bah, ça, reste un sujet, on est loin, très loin d'avoir fini, parce que vous touchez les sujets qui touchent autour de la gouvernance de la donnée, de la stratégie de la donnée. Alors, il y a plein de mots autour de la donnée aujourd'hui qui sont difficilement appréhendables justement par les opérationnels, parce qu'il y a pas Ouais, mal de charabia. Mais l'idée, on a travaillé là aussi sur deux voies en parallèle. La conviction que euh, l'intelligence artificielle, je mets des guillemets, mais en gros, les algorithmes peuvent nous aider à mieux gérer nos procédés. Et donc, on a débloqué du budget, on a mis en place des projets avec les Norvégiens, les métallurgistes norvégiens, les métallurgistes calédoniens, basés sur
leur connaissance métier, sur les données qui sont existantes, mettre en place des algorithmes de prédiction des comportements au niveau de nos fours métallurgiques. Donc ça, aujourd'hui, ce sont qui sont vraiment connectés à la production, qui sont utilisés par la production en temps réel pour aider au pilotage des fours. Ce n'est pas l'algorithme qui prend la décision, mais on est vraiment sur de l'aide au pilotage. Quand on a travaillé ça, en parallèle, ça nous a permis de soulever un peu le capot en disant « Oh là là, nos données ne sont pas propres, nos bases de données ne sont pas forcément bien gérées comme elles devraient l'être. Et puis, on n'a pas forcément les infrastructures qu'il nous faudra aujourd'hui, il faudrait qu'on passe au cloud. » Et donc, ça a permis d'ouvrir un certain nombre de chantiers avec la DSI sur comment est-ce qu'on veut faire évoluer nos systèmes d'information et nos bases de données. Et donc, petit à petit, en prenant des projets qui ont réussi, mais qui sont un exemple, ça permet de déployer plus largement cette culture de mise en stratégie, en gouvernance des données, qui permettent de repenser les process et d'avoir les infrastructures IT nécessaires. D'accord, ça marche. Alors, c'est intéressant parce que pour beaucoup, l'industrie 4.0 fait un peu peur. On dit robotisation, on remplace les hommes, algorithmes, c'est plus qui décide. Mais vous avez une culture de je prends la donnée et je la mets en forme pour faire un employé, un opérateur augmenté qui va pouvoir prendre des meilleures décisions. Ouais, nous, on s'est posé bien sûr la question, mais on n'est pas convaincu, hormis sur des tâches qui peuvent être répétitives ou très physiques ou pour des problèmes de sécurité, qu'il faille passer au tout robotisé. Ça peut peut-être avoir du sens dans d'autres industries, mais nous, effectivement, sur des tâches qui sont lourdes, répétitives, si on manipule des barres qui sont à 1500 ou 1000 degrés, voilà. Et là, pour le coup, la robotisation, ça permet à la fois d'assurer la qualité et la sécurité. En revanche, nous, on s'est posé la question, quand on est en Nouvelle-Calédonie, au Gabon, au Sénégal, automatiser nos camions. Alors déjà, ça n'existe pas encore. Et puis, on est le premier employeur ou deuxième employeur privé de chaque pays dans lequel on est. Donc, en termes d'acceptabilité sociale, dire on n'a plus besoin de conducteurs, on automatise tout et on n'est plus pourvoyeur d'emploi, ça passerait pas forcément très bien. Et en revanche, on s'est dit, on a plein de données disponibles. Comme on a des gisements de minerais d'un côté, on a des gisements de données parce qu'on exploite depuis très longtemps. Et on est sur des métiers qui sont extrêmement techniques et on est toujours en train de faire mouliner des Excel, des trucs, etc. pour essayer d'expliquer post-mortem, si j'ose dire, pourquoi ça n'a pas bien fonctionné ou pourquoi ça a bien fonctionné. Donc, on s'est vraiment axé sur un meilleur usage de la donnée. Et je pense que les faits donnent plutôt aujourd'hui raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on redonne du temps disponible aux différents métiers pour se concentrer sur leur cœur de métier parce qu'on leur fournit des informations qu'ils ont co-construites avec nous, qui leur permet d'être recentrés sur leur cœur de métier, voire de repenser leur métier. D'accord. Ouais, et donc forcément, c'est très bien accepté et ça aide beaucoup, que ce soit les opérateurs qui conduisent un camion, que les analystes qui font des Excel de l'espace pour essayer d'expliquer pourquoi une coulée n'était pas aussi qualitative que prévu. Oui, les métallurgistes, par exemple, et certaines personnes en Nouvelle-Calédonie, on les a certifiés à un premier niveau de data science pour qu'ils puissent eux-mêmes commencer à avoir un traitement qui touche à la data et à l'algorithmie, plutôt que d'utiliser des énormes fichiers Excel et de courir à droite à gauche après les données. Donc, on autonomise aussi pas mal de monde pour vraiment réaliser une transformation numérique. Et je pense que la transformation, elle est vraiment réussie si on n'en parle presque plus parce que c'est devenu une compétence qui est incluse dans les manières de faire. D'accord. Alors, c'est intéressant, ce développement de compétences internes. Donc, vous avez formé des data scientists qui étaient des métallurgistes déjà chez vous. D'une façon générale, parce qu'on a une question de Benjamin Marchand, tous ces gens qui ont cette compétence digitale, est-ce que c'est principalement des apports extérieurs, des formations internes? Quel est le profil type et comment vous avez réussi à développer ces compétences? Alors, il y a deux choses. Il y a sur les équipes digitales et data, sur la partie vraiment accompagnement à la transformation, c'est principalement des internes ou des personnes qui ont un fort focus industriel avant d'être technophiles.
Pourquoi? Parce que nous, on a donc principalement tourné notre transformation numérique sur les opérations et que pour parler à des gens qui sont sur le terrain, qui ont des challenges au niveau de leurs usines, de leurs mines, il faut qu'on puisse les comprendre, avoir la même culture et leur montrer qu'en fait, utiliser le numérique, ça va les aider à transformer leur métier, mais vraiment se comprendre. En revanche, sur la partie autour de la data science, l'intelligence artificielle, là, on a fait le constat qu'on avait personne en interne qui avait été formé et qui pouvait assurer ce rôle-là. Et donc, on allait chercher des data scientists en externe. Mais là encore, le chief data officer du groupe, il a un background qui est très industriel. Donc, il est ingénieur dans l'aéronautique. Il avait fait du machine learning et ça aide beaucoup du fait que voilà, ils comprennent la stratégie industrielle de l'entreprise et qu'ils sachent parler au métier. Et puis par contre, pour tout ce qui est certification, je dirais augmentation des métiers, là on a un sujet de formation en fait des collaborateurs et on met en place des formations et des certifications pour leur donner une corde de plus à leur arc. Et il y a aussi un sujet d'attractivité qui est que je pense dans les années à venir, si on veut attirer des ingénieurs qui auront connu justement des formations autour de la data avec un focus métier, on sera d'autant plus attractif que voilà, quand ils viendront chez nous, ils s'y retrouveront parce qu'ils pourront directement mettre en œuvre leurs compétences dans une culture qui aura un peu évolué. Ça marche. Alors, on a plusieurs questions autour des solutions concrètes que vous utilisez. Au-delà de l'intelligence artificielle, par exemple, c'est une question de Lucas. Qu'est-ce que vous utilisez pour extraire toutes les données historiques de vos systèmes? Est-ce que vous avez des softwares en particulier ou des solutions qui vous ont permis de mettre en place ce nouveau système? Ouais, alors ce qu'on a construit, ça on l'a construit avec la direction des systèmes d'information. On est passé sur le cloud, donc nous c'est on a principalement les solutions Microsoft et ensuite un certain nombre de technologies qui sont fournies par Microsoft pour aller récupérer les données et les processer. Type Databricks et autres. Ça marche, ça marche. Alors, ce changement, il est aussi très culturel. Le fait de passer d'une entreprise historique dont le boulot est de pousser des énormes tas de terre avec des bulldozers et des draglines à je comprends, je prends toutes mes décisions basées sur la donnée. Comment vous allez changer la culture de l'entreprise? On est en train de la changer, mais c'est quelque chose qui prend du temps et qui nécessite des preuves par l'exemple. Et justement, en travaillant sur certaines parties, en utilisant les données, par exemple, de la planification minière que l'on peut faire sur un an et la production en temps réel et en croisant ces données, on voit à quel point il y a besoin d'être beaucoup plus fluide dans la manière dont on régénère des cartes minières. Donc ça change les processus de décision. Et donc, de manière globale, on est en train de se poser ces questions-là sur comment est-ce qu'on repense nos opérations minières différemment avec la culture de la donnée au XXIe siècle. D'accord, ça marche. Alors, on a une question de Florent. Alors, on a parlé beaucoup des équipes de transformation, des équipes autour de la transformation digitale, mais comment tous ces changements impactent le management? Est-ce que ça a changé la façon dont le groupe est managé et tous vos processus de décision? Alors, ça l'impacte forcément, ça ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on voudrait. Et donc, on a, par exemple, on organise des formations à qu'est-ce que la donnée pour que les managers en particulier comprennent l'apport de l'utilisation de la donnée dans le changement en fait de leur interaction avec les clients, parce que pardon, pas avec les clients, avec les collaborateurs, parce que finalement quand on échange plus de données et qu'on les met à disposition de tout le monde, il y a une culture de la transparence qu'il n'y avait pas forcément avant. Et ça change vraiment la culture et les interactions avec les équipes. D'accord. Et là, par exemple, aujourd'hui, avec mon téléphone portable, je peux me connecter sur quelle a été la production des différents centres miniers de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Quasiment en temps réel, je vois la production. Alors qu'avant, il n'y avait pas du tout cette culture. Il fallait que ça passe par le chef de centre qui valide les chiffres, qui lui-même va les renvoyer au directeur des mines, qui va les renvoyer, etc. Et donc là, en fait, il y a plus de partage temps réel et on travaille sur la culture de la confiance. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui
qui n'est pas forcément inné pour tout le monde et qui prend du temps. Donc, il n'y a pas forcément de recette miracle, mais c'est beaucoup d'accompagnement au changement et d'accompagnement dans la durée pour arriver à, à faire en sorte que ça infuse. D'accord. Ça marche, ouais, parce que pour que les gens ne soient pas susceptibles et qu'ils voient le côté positif de ce partage en temps réel. Voilà. Ouais. Alors, tu as parlé le troisième axe de votre transformation là, dans la vision d'Eramet, c'est d'améliorer l'empreinte écologique de la société, de travailler sur tout le volet RSE. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce que la technologie vous aide à faire à ce niveau-là? Oui, alors on fait sur nos mines, on suit en fait, donc nous, enfin, je ne sais pas si tout le monde situe bien, nos mines, elles sont à ciel ouvert. C'est-à-dire, il ne faut pas imaginer des mines souterraines à la Zola, mais c'est vraiment sur de l'extraction à ciel ouvert. Et donc, ça a forcément un impact sur l'environnement et éventuellement sur la flore. Et donc, on a des programmes de reboisement et de revégétalisation des zones que l'on a exploitées. Et avec l'usage des drones, par exemple, on fait un suivi en fait du reboisement et des différentes espèces que l'on met, que l'on replante sur nos sites en Nouvelle-Calédonie. De même avec les drones, quand on a en Nouvelle-Calédonie, il arrive fréquemment à certaines périodes de l'année que des cyclones ou en tout cas des très grosses tempêtes passent sur les sites. On a besoin juste après d'inspecter ces sites. Et ces sites, c'est des centaines de milliers d'hectares. Auparavant, vous preniez une voiture avec 2 personnes, vous faisiez le tour en 48 heures. Là, en fait, on fait voler le drone et en quelques heures, on voit ce qui s'est passé et on voit s'il faut intervenir parce que s'il y a des risques sur l'environnement, en particulier sur l'eau. D'autres exemples, on va utiliser des capteurs connectés qui permettent d'avoir en temps réel le contrôle de ce qu'on rejette sur nos usines en Norvège ou sur les fumées. Et on a aussi au Sénégal, on est en train de mettre en place donc au Sénégal, on a une mine qui est un peu particulière. Il faut imaginer donc une piscine artificielle dans laquelle on a une drague qui pompe du sable et qui fait un tri entre les quelques grains de sable qui contiennent du titane et du zircon, qui sont les métaux qu'on cherche à valoriser, et le reste. Donc en fait, elle fait ce tri, elle récupère ces quelques grains et elle remet le reste du sable sur le gisement. Mais c'est un gisement qui va être assez long à exploiter et qui est censé passer par des villages. Donc, ce qu'on fait suffisamment à l'avance, c'est que ces villages vont être déplacés. Donc, on reconstruit complètement des nouvelles installations, des nouvelles maisons pour accueillir les gens. Donc, ils y gagnent en confort, ils ont accès à l'eau courante, etc. Et ça se prépare à l'avance. Et donc, avec les drones, on surveille et on monitore l'avancée de la drague et les villages par lesquels ils doivent passer pour s'assurer qu'il n'y a pas des constructions qui sont en train de se mettre en place juste pile sur le chemin pour éviter quand même d'avoir à déplacer trop de monde et surtout pour prévoir justement cette relocalisation. D'accord. Et alors, comment vous faites? Parce que dans toute industrie maintenant, le consommateur final en fait vote avec son portefeuille et en fonction de la provenance des métaux peut décider s'il va être intéressé par un produit ou non. Comment vous faites pour mettre en valeur tout ce que vous faites au niveau de la RSE et vous différencier par rapport à d'autres métallurgistes? Je ne connais pas vos concurrents, mais qui auraient peut-être des méthodes moins scrupuleuses et qui feraient moins attention à ces aspects environnementaux. Effectivement, ça touche un sujet qui est important, qui est comment est-ce qu'on extrait en fait les métaux de nos gisements. Il n'y a plus beaucoup de gisements sur le sol européen. Donc on n'a plus trop cette culture et nous-mêmes, les mines que l'on opère, elles sont situées, hormis la Nouvelle-Calédonie qui est encore française, sont situées dans d'autres zones du monde. Et donc, on pousse un certain nombre de standards autour de la mine responsable, autour de la RSE, qu'on pousse aussi à un niveau européen via l'association. Il y a un groupement européen au niveau de l'Europe qui se met en place sur l'extraction de métaux responsables. Donc, on pousse ce type de standard et en utilisant le numérique, ce qu'on veut faire, c'est assurer la traçabilité et la certification de ces métaux. Donc, comme ça existe dans d'autres domaines, par exemple dans l'agroalimentaire, les céréales, etc., en fait, chaque lot de minerai qui aura été extrait dans nos gisements sera certifié et vous retrouverez dans cette certification toutes les données qui seront issues de
de la gestion sociale qu'on a sur nos mines, de l'environnement et du monitoring environnemental. Donc, ça va être un vrai différenciant et de toute façon, ça va être poussé par des grandes structures comme la bourse européenne, la bourse des métaux de Londres, le LMI, qui veut mettre des premiums sur la production de métal entre guillemets vert. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Qu'est-ce qu'un métal vert aussi? Enfin, on pourrait rentrer dans ce type de considération, c'est pas encore complètement finalisé et justement on veut pousser nos standards là-dessus via différents projets et en parallèle, on réalise des tests. Là, par exemple, au Sénégal, on a des tests autour de la blockchain sur la traçabilité du titane et du zircon. D'accord, ça marche. Alors, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans la presse que Elon Musk, je ne sais pas si c'était un buzz ou si c'est vrai, il s'intéressait à des mines de nickel en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous voyez comme ça arriver des nouveaux concurrents, des boîtes technologiques qui ont, on va dire, une trésorerie assez fournie et qui peuvent, on va dire, se verticaliser comme ça sur toute la chaîne industrielle? Est-ce que c'est un nouveau style de concurrent que vous voyez arriver? Oui, en tout cas, ça fait partie des risques et opportunités. D'accord. Des risques, parce que là, on a beaucoup parlé effectivement de transformation numérique opérationnelle, d'industrie 4.0, mais derrière tout ça, il y a aussi des notions qui touchent plus autour de l'innovation et du changement des business models et de quels services on peut apporter de manière supplémentaire. Et effectivement, nous qui sommes à l'amont de toutes les chaînes dans la production des métaux, on se dit que finalement, voilà, on voit pas trop ce qui pourrait nous arriver, mais c'est arrivé dans plein de secteurs qui étaient plus tournés autour du B2C, comme l'hôtellerie et autres, qui ont vu arriver des plateformes, qui ont vu arriver des nouveaux acteurs. Donc, on est quand même attentif à ça. Parce que effectivement, Elon Musk, lui, il a besoin de métaux pour ses batteries, puisqu'il est en train de monter des gigafactories. Il va vouloir que ces métaux, en plus, ils soient verts, ils soient selon ses standards. Donc, je pense que vous connaissez le personnage. S'il s'impatiente trop, et à un moment donné, il va se dire bon bah ok, j'achète des mines, je vais produire moi-même et ce sera mieux fait, plus vite, et je vais faire un partenariat avec Google ou je sais pas qui sur la data, et vous allez voir, j'arriverai à produire beaucoup mieux que les acteurs historiques. Donc ça, c'est un risque que l'on voit arriver, et c'est pour ça aussi que notre transformation numérique, on veut qu'elle accompagne le changement autour de la transition énergétique et de permettre de fournir des métaux qui soient à la fois responsables et de manière beaucoup plus rapide. Après, dans les opportunités, on peut aussi envisager des partenariats avec ce type de structure en se disant que finalement, ils apportent de l'agilité, du digital, ils savent très bien faire des choses, ils ont des capitaux. Et nous, on reste sur notre cœur de métier et on fournit ces métaux. D'accord, donc plus en partenariat. D'accord. Plus en partenariat dans ce cas-là. Ça marche. OK. Ouais, mais c'est vraiment intéressant parce que, en effet, beaucoup de gens un peu sceptiques voient le digital surtout comme un outil un peu ludique, sexy d'améliorer les opérations. Mais voilà, toutes les industries de la musique, du commerce, de la mobilité sont là pour témoigner qu'on peut vraiment se faire disrupter. Et la prochaine vague, c'est la production. Donc vous êtes vraiment dans une réflexion d'innovation pour anticiper les changements. Ouais, si on arrive, de toute façon, si on produit comme on l'a toujours fait, sans utiliser le digital, il y a un moment donné où les coûts de production seront trop élevés. En termes d'attractivité aussi, pour les nouvelles générations, ça va plus bien fonctionner. Et donc, l'utilisation du digital transforme les manières d'opérer. En revanche, il ne faut pas voir le digital uniquement comme un outil, mais bien comme un levier qui permet de repenser les organisations et les compétences qu'on attend des personnes. Et trop souvent encore sur les sites, on voit la transformation digitale uniquement comme, je dirais, l'IT de demain. Donc, on parle beaucoup d'outils, mais plus qu'un. Enfin, je pense qu'il faut. J'ai un collègue qui dit, qui prend l'exemple du jardin en disant voilà, il ne faut pas uniquement regarder la bêche en disant quelle est belle la bêche, mais comment est-ce qu'avec une nouvelle bêche, je vais pouvoir produire mieux, je vais pouvoir mieux jardiner. Et donc, il faut regarder de manière plus holistique la transformation. D'accord, ça marche. Alors, la mine et la métallurgie sur lesquelles vous êtes sont vraiment des secteurs clés pour la souveraineté, notamment de l'Europe. Quelle est ta vision sur les principaux challenges à relever dans les années à venir dans ce secteur? Les principaux challenges, tu l'as vraiment dit, c'est la souveraineté européenne. Aujourd'hui, on est en train de se faire dépasser sur la production de métaux, parce que elle se fait principalement aujourd'hui par des entreprises chinoises ou anglo-saxonnes dans des zones qui sont en dehors de… Vous m'entendez?
Oui, oui, on entend. qui sont en dehors de l'Europe. Ouais. Donc ça, c'est un challenge, l'accessibilité à ces métaux et aux matières premières. Ouais. Et le deuxième challenge, donc nous, en fait, ce qu'on apporte pour répondre à ce challenge, c'est voilà, des entreprises européennes comme Eramet qui poussent un certain nombre de standards qui sont quand même très élevés au niveau social, au niveau environnemental et par des opérations qui sont en train de se transformer. Et Ouais. le deuxième challenge, ça consiste à garder sur le sol européen les métaux qui sont déjà. Parce que dans Ouais. de très nombreuses applications, en particulier dans le numérique, voilà, avec nos batteries de téléphone portable, avec nos ordinateurs, avec l'acier, avec toutes les voitures qu'on a déjà. On a énormément de métaux qui sont présents sur notre sol, on peut appeler la mine urbaine. Et donc, au lieu d'envoyer ces métaux se faire recycler dans d'autres pays en dehors de l'Europe, Oui. garder ces métaux et mettre en place des capacités de recyclage, ça va permettre à la fois d'être moins Ouais. dépendant du secteur. Le nickel, par exemple, se recycle à l'infini, le lithium aussi. Donc, mettre en place Ouais. ces capacités, ça va permettre d'équilibrer entre mine primaire et mine urbaine, mine secondaire. D'accord. Donc là, pour le coup, vous seriez vraiment sur des nouveaux business models. Vous iriez sur la partie recyclage de tous ces métaux, même si vous n'avez pas accès au terrain pour en miner de nouveau, quoi. Voilà, on a des capacités déjà de recyclage au sein d'Eramet, dont j'ai peu parlé, Mhm. mais sur le recyclage de batteries et de catalyseurs. Et on a des projets de recyclage de bout en bout, par exemple avec Suez et BASF, sur des projets européens. On est en train de mettre en place, de préfigurer ce qui est en place qui est la mise en place d'une filière de recyclage de bout en bout des batteries pour en Ouais. récupérer le nickel, le cobalt, le lithium et en refaire des sels qui vont intégrer la production de nouvelles batteries. Et parallèlement, je D'accord. pense que vous avez dû voir aussi au niveau des annonces en France et en Europe, il y a la constitution d'un certain nombre de gigafactories, et on parle d'Airbus Ouais. des batteries, et donc aussi de cette capacité à pouvoir recycler ces métaux et à fabriquer de nouvelles batteries, avec les D'accord. constructeurs automobiles, voilà, avec un certain nombre d'autres acteurs. D'accord. Eh ben, écoute, Ludovic, c'est vraiment, enfin, ce que vous avez réussi à faire en 2, 3 ans, ou peut-être ça s'est préparé un peu avant chez Eramet, je trouve ça littéralement bluffant, la vitesse à laquelle vous avez incorporé la donnée, le digital dans vos opérations. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux gens qui nous écoutent aujourd'hui sur comment arriver à aborder ce changement? Alors, on en parlait juste avant qu'on se connecte. Tout n'est pas non plus parfaitement rose. Je tiens à rassurer tout le monde sur le fait on connaît aussi pas mal d'échecs et que Ouais. c'est de ces échecs aussi qu'on apprend, et qu'on arrive à faire évoluer les choses. Je donnais un exemple sur une usine sur laquelle on a voulu déployer une solution de GMAO un peu nouvelle génération et Ouais. qui s'est pas accompagnée par le changement qui était nécessaire. Et donc, on s'est retrouvé avec des personnes qui nous ont dit bah, on ne voit pas pourquoi on changerait, on a toujours très bien fait et finalement, voilà, il n'y a pas d'urgence à changer. Et donc, ils y sont tous allés un peu en traînant et ça a vivoté et ça n'a pas marché comme ça aurait dû. Donc, ne pas négliger le côté humain de la transformation et accompagnement au changement. Et donc, pour Ouais. ça, je pense qu'il faut avoir au niveau de quand le groupe est suffisamment conséquent en termes d'équipe, avoir des personnes qui soient en charge de cette transformation et qui accompagnent le changement sur le long terme, qui repensent aussi la partie expérience utilisateur, donc travail, design Ouais. aussi des solutions Mhm. avec les opérationnels et cette capacité à travailler en écosystème, travailler D'accord. avec des startups, Ouais. travailler avec des gens qui ont envie de travailler avec l'industrie, mais qui n'ont pas forcément envie d'avoir un contrat de travail et d'intégrer l'industrie. Donc, ça, D'accord. c'est vraiment arriver à travailler en réseau avec une entreprise ouverte. Ouais. Et ça, c'est un changement qui est avant tout culturel et qui prend du temps, qui se fait pas en 2 mois. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton témoignage. J'en profite pour dire que vous pouvez tous aller vous inscrire sur le site ondustrie.org. Le but de cette communauté, c'est justement de pouvoir envoyer des questions, poser des questions à Ludovic, partager avec les différentes personnes pour avoir vraiment des conseils d'opérationnels qui ont fait ce parcours. Et c'est bien évidemment une aide gratuite. Il y aura du partage de contenu,
d'autres témoignages. Le prochain rendez-vous que nous aurons sera le mois prochain avec Jean-Philippe Ollier, vice-président de l'ingénierie chez Michelin, donc une autre industrie très en pointe et très innovante depuis de nombreuses années. Donc merci encore Ludovic pour ton temps. Merci. Et puis bravo. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bon appétit. Bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.